Bienvenue, chers amis, à la taverne du Croisé Joyeux. C'est ici que les chevaliers de Notre-Dame reçoivent leurs invités, militants politiques, artistes, catholiques engagés à divers titres dans la cité, figures connues de notre milieu, quoi qu'il en soit. S'ils peuvent certes avoir entre eux de grands désaccords, pour autant, chacun lutte pour la royauté du Christ, chacun agit pour une société intégralement catholique. Et c'est bien dans cette mesure que nous les invitons dans notre taverne des chevaliers. Ici, point de combat. Déposez donc épée, aume et gantelet, armez-vous plutôt d'une bonne chopine bien fraîche et détendez-vous autour de notre table en bois massif, près d'une cheminée crépitante. Hydromel et bière sont à volonté. Je suis le pèlerin, votre hôte aujourd'hui, et nous recevons le professeur Franck Bousco. Alors bienvenue, professeur Bousco, à la taverne du Croisé Joyeux. Première question, qui est le professeur Bousco? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je vais me présenter, c'est toujours difficile de parler de soi, mais bon, je vais essayer de résumer les choses. Bon, d'abord, je suis un Français de souche, je le précise, c'est plus le cas de tout le monde. Mais je suis métis entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai moitié du côté paternel sud-ouest, et puis c'est-à-dire toute l'Aquitaine, et puis côté maternel, ma mère était née dans la Creuse, département dans lequel j'ai beaucoup d'attaches encore actuellement, et ma grand-mère maternelle était champenoise, donc beaucoup d'origine Champagne-Lorraine. C'est pour ça que je dis que je suis métis, trois quarts sud, un quart est, si vous voulez. Du point de vue de ma formation, enfin, je suis d'une famille sur un problème particulier. Hein. C'est une famille catholique et d'esprit conservateur. Hein. Nous sommes de droite. Je n'y serai pas comme les gens qui disent toujours oh là là, j'ai une famille socialiste communiste. Qu'est-ce que c'était généreux? Pas du tout. Dans ma famille, tout le monde était plutôt conservateur. Du point de vue de ma formation, j'ai été un élève d'abord d'une école paroissiale, ça existait encore dans ma lointaine jeunesse, et puis ensuite du collège Stanislas. Et donc, je n'ai connu l'enseignement public, tout au moins pour moi-même, que j'ai pour moi-même parce que mon père a un peu enseigné dans l'enseignement public. Mais pour moi-même, je ne l'ai connu qu'au niveau de l'université, du point de vue professionnel. Donc, je suis un juriste, je suis professeur agrégé des facultés de droit. Par ailleurs, j'ai une maîtrise de lettres en histoire et j'ai une maîtrise de droit canonique. Que dire encore? Sinon, par ailleurs, je suis officier de réserve, je suis capitaine de frégate de réserve de la Marine nationale. Très bien, merci beaucoup. Et comment êtes-vous devenu catholique militant? Comment êtes-vous entré vraiment dans le militantisme politique? Je suis entré dans le militantisme assez naturellement, dirais-je. Bon, ma famille était, comme je le disais, était de droite, donc famille catholique. La famille, je sais, avait été très maréchal nous voilà. Mes parents étaient Algérie française. On m'avait mis à l'école catholique, donc il y avait cela. Il n'y a pas trop de difficultés. Et donc bon, je dois dire que le concile avait quand même fait quelques ravages, même au plan de la pratique dans la famille. Mais moi, mes parents avaient toujours insisté pour que je continue de pratiquer. Et donc, quand je suis allé à l'université, j'avais déjà un bagage. Je dois dire que j'avais eu en seconde un professeur maurassien et en terminale un professeur thomiste. Donc, j'avais une lourde déjà formation. Et donc, quand à l'université, après, j'ai eu la chance de rencontrer un de mes camarades. D'ailleurs, ce fut éphémère, hein, c'est quelqu'un que j'ai perdu de vue, mais qui a eu beaucoup d'importance parce qu'il m'a fait rencontrer l'office qui était l'héritier de la cité catholique. Et donc, ça m'a beaucoup plu. Ça s'est passé dans les années 71. Et j'ai, comme ça, pu connaître un petit peu ce milieu. Je fréquentais aussi un petit peu le milieu d'Action française à l'époque. Je n'ai jamais adhéré. Mon père, d'ailleurs, m'avait dit qu'il n'avait aucune objection contre l'Action française, mais il voulait pas que je devienne membre. Simplement, il me dit, tu observes, tu peux lire, fréquenter, etc. Mais sinon, donc, vous voyez, l'Action française et l'héritage de la cité catholique. Et donc, c'est venu tout naturellement. Et donc, en tant que militant, je sais, avec l'office, nous avions des cellules. Donc, j'ai fait partie d'une cellule de la cité catholique à la faculté de droit. Et après, j'ai été moi-même responsable d'une cellule et même du groupe des étudiants catholiques de la faculté de droit Paris 2 de Assas.
Voilà comment les choses se sont faites. Et puis après, donc j'ai rencontré tous les mouvements. Également du côté royaliste, j'avais de solides liens avec des personnes qui connaissaient soit les milieux d'action française, soit les milieux légitimistes, puisque j'ai rencontré les deux et je connais un peu les deux. Et donc, dans tous les cas, j'ai fait un peu comme tout le monde, hein, des abonnements, des liens, des réunions et ceci et cela. Mais alors, une chose qui a certainement dopé mon côté militant, c'est que j'ai été un des occupants de Saint-Nicolas-les-Chardonnays, puisque je me suis trouvé lors de la prise de Saint-Nicolas. Le lendemain, j'étais lors de la prise à Sacristie, et après, j'ai été à la prise de Port-Marly. Donc, vous voyez, j'ai un lourd passé d'activiste. Voilà. Ça a vraiment émaillé votre existence. Bon, bien sûr, il y a eu quelques évolutions, mais malgré tout, bon, ça a été une trajectoire assez droite. Et alors depuis, donc quand Civitas fonctionnait, j'ai eu la surprise. J'avais participé en tant que conférencier, hein, puisque étant professeur des universités, ayant fait du droit et de la science politique, etc. On me demandait pas mal de conférences ou de l'histoire, soit sur la royauté, soit sur la contre-révolution, des choses comme ça. Et donc j'en avais fait aussi parmi les divers groupes. J'en ai fait pour Civitas et j'avais ainsi participé aux Journées du Pays réel. Et puis un jour, alors une Journée du Pays réel, on m'a dit Monsieur Durin, le secrétaire général, pense à vous. Ah bon, très bien. Et puis quand je suis revenu, j'ai eu un message de Monsieur Durin qui m'a bombardé chef de région pour l'Île-de-France. Donc c'est un grand honneur et qui m'a été fait, une lourde responsabilité aussi d'ailleurs. Et donc j'ai dans la dernière période de Civitas, enfin j'espère qu'il y aura à nouveau une période, hein, puisque nous avons un recours à l'heure actuelle contre la dissolution, mais dans la dernière période d'activité de Civitas, j'ai été responsable de l'Île-de-France aussi. Et maintenant, je m'occupe d'une association parisienne aussi qui fait de la formation pour essayer de diffuser la bonne doctrine, une association qui s'appelle l'Association Sainte-Geneviève, mais qui est très différente du point de vue organisation, parce que Civitas c'était un mouvement national et nous, Sainte-Geneviève est un mouvement régional. Bon, de même, Sainte-Geneviève défend la doctrine sociale de l'Église et se fonde sur Jean Housset. Je veux dire, Sainte-Geneviève est plutôt une descendante de la cité catholique des origines, j'allais dire qu'une émanation de Civitas qui avait un côté peut-être plus militant politique, dirais-je, tandis que là c'était surtout la formation civique et intellectuelle que nous faisons. Oui, d'ailleurs vous organisez très régulièrement des rencontres avec des conférences qui généralement sont filmées et donnent lieu à un échange autour d'un bon repas. C'est ça, effectivement, oui, nous faisons ce genre de choses, et donc on a eu diverses personnes intéressantes. Je ne vais pas les citer parce que je risque d'en oublier parmi, mais nous avons soit des auteurs, soit des gens qui représentent un courant, comment peut-on dire, bon, c'est toujours bien sûr dans une optique contre-révolutionnaire, mais qui peut être royaliste ou catholique, ou les deux bien sûr ensemble, parce que les deux vont généralement ensemble, mais avec une accentuation sur ceci ou cela, etc. Et comment peut-on joindre cette association? Elle a une chaîne Telegram? Alors, je crois qu'elle est sur Telegram, elle a effectivement, mais alors, quoi qu'étant le président, j'avoue que je connais mal ces choses, mais effectivement, sur Telegram, vous tapez Association Sainte-Geneviève et vous la trouvez. Bon, ce que nous ferons, c'est que en description de la vidéo de l'émission, nous mettrons les coordonnées de l'association afin que tout auditeur intéressé puisse entrer en contact avec cette association très dynamique dans la région parisienne. C'est une bonne chose, effectivement. Merci beaucoup de cette publicité. Alors, je voudrais vous demander, cher professeur, au-delà des querelles dynastiques, qui déjà sont souvent pas très bien comprises ou pas très bien connues de ceux qui ne connaissent pas bien le royalisme, quelles sont, on va dire schématiquement, les spécificités de la pensée politique royaliste? Merci beaucoup de me poser cette question. Donc là, nous passons sur le volet royaliste. Effectivement, je m'en suis beaucoup occupé. Je dois dire que je suis un peu un hybride de ce point de vue-là, parce que je suis de formation maurassienne, comme je vous l'ai dit, et donc je crois, comme Maurras, que la monarchie est l'expression naturelle de la nation française et que c'est le régime politique qui convient à la France. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne pense pas aussi à l'aspect de la royauté très chrétienne, mais je pense que les deux aspects ne s'opposent pas. Et cet aspect royauté très chrétienne est peut-être plus présent chez les légitimistes que chez les maurassiens.
Alors, les querelles dynastiques, je n'en dirai qu'un mot. Effectivement, il y a depuis le 19e siècle une querelle entre la branche aînée et la branche cadette, et la branche aînée actuellement est représentée par Louis, duc d'Anjou, qui pour les légitimistes est Louis XX, qui est l'aîné des descendants de Louis XIV actuellement vivant, pour être très simple, hein, donc de mal en mal, mais il est passé par la branche d'Espagne. Et c'est là que certains font une difficulté. Alors l'autre prince, c'est Jean d'Orléans, qui lui est de la branche d'Orléans, qui est la branche cadette. Alors il y a une discussion en disant est-ce que des princes qui sont devenus espagnols peuvent encore prétendre à la couronne de France. Et donc c'est une discussion qui est assez érudite, hein, il faut dire. Bon, la réponse du point de vue du juriste est assez simple. Hein. Sous l'Ancien Régime, il n'y a pas de possibilité de renoncer à la couronne. En fait, c'était pas un droit, c'est un devoir que la couronne. Et donc, le fait de devenir roi ailleurs n'empêche pas, d'ailleurs, puisque on peut normalement cumuler des couronnes. Et Henri IV est bien roi de France et de Navarre, etc. Mais enfin, donc, je passerai sur la discussion tout en disant, il y a donc actuellement deux princes dont les deux branches ont quand même une histoire un petit peu distincte, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Quoi qu'il en soit, il faut dire qu'il y a eu un certain rapprochement intellectuel entre les légitimistes et les fusionnistes. Fusionnistes, je dis ça parce que les partisans des Orléans, à partir du 19e siècle, ont estimé qu'il y avait une fusion des prétentions de leur branche avec celle de la branche aînée, puisqu'ils voulaient écarter les Bourbons d'Espagne, et donc ils disaient, il n'y a plus de branche aînée à part les Bourbons d'Espagne, donc il y a une fusion de tous les autres derrière nous. Donc, entre les deux, entre légitimistes et fusionnistes, il y a maintenant à peu près quand même il y a quand même beaucoup de traits communs. C'est-à-dire qu'il n'y a presque plus de royalistes libéraux. Les Orléans ont longtemps incarné une royauté libérale. Ça a été vrai encore avec les comtes de Paris du 19e siècle, du 20e siècle, pardon, qui s'appelaient tous les deux Henri. Celui, disons, pour être simple, de l'époque du général de Gaulle, et puis celui de la fin du siècle, et qui est mort dans les années 2020. Tous les deux étaient des princes qui avaient quand même de très fortes tentations libérales, assez conformes d'ailleurs aux tendances de leur branche. C'est moins vrai avec Jean d'Orléans à l'heure actuelle. Donc on peut dire qu'il y a une espèce de pensée commune royaliste. Alors quelle est-elle? C'est l'idée que à la tête de l'État, il doit y avoir un roi, lequel est désigné par l'hérédité et non par l'élection. C'est pas le cas de toutes les monarchies. Il existe des monarchies électives dans certains pays, et certains plaisantent d'ailleurs en disant que la Cinquième République est une monarchie élective. Pour ma part, j'ai tendance à dire que la monarchie élective, elle cumule les défauts de la monarchie et de la démocratie. Mais enfin, ça, c'est une autre opinion. Mais toujours est-il que la monarchie française est une monarchie héréditaire, et le roi est un peu un point fixe autour duquel s'organise toute la vie politique. Que donner comme trait de cette monarchie? Encore une fois, toutes les monarchies sont différentes. Hein. La monarchie française n'est pas une monarchie anglaise, qui n'est pas une monarchie belge, qui n'est pas une monarchie espagnole. La monarchie française est une monarchie très chrétienne, tout d'abord. Elle est toujours la France la fille de l'Église, et le roi est très chrétien. C'est une monarchie où le roi, traditionnellement, règne et gouverne. Ça ne veut pas dire qu'il va dans tous les détails. Il y a beaucoup de choses qui sont réglées au niveau par auto-administration. Par exemple, dans les provinces, il y a une grande large décentralisation. Mais le roi a toujours le dernier mot, si besoin est. Donc, le roi est l'arbitre suprême. Et le régulateur de la vie politique. En même temps, c'est quelqu'un en qui tous les Français peuvent se reconnaître. Et ça, c'est vrai dans plusieurs monarchies. Hein. Je remarquais lors du sacre du roi d'Angleterre que les Anglais avaient l'air de bien accueillir le roi Charles. Simultanément, il y avait en France des cérémonies commémoratives. Monsieur Macron se cachait derrière des masses de gendarmes, etc., pour ne pas être touché par le peuple. Donc, le roi est un peu, j'allais dire, en même temps, de la famille. C'est le roi qui est le créateur de la France, hein, et donc il est le père un peu de tous les Français, un peu comme le colonel était père du régiment. Et il y a une relation entre le roi et les sujets qui est beaucoup plus forte qu'entre un président et les gens qui l'ont élu, encore plus qu'entre un président et les gens qui ne l'ont pas élu, car on peut remarquer que ce régime de la Cinquième République est très clivant, c'est-à-dire que les gens, après l'élection, ne se résignent pas, et il n'y a pas du tout de réunion sur la tête d'un président. Au contraire, on se dit à la fois suivante, on gagnera, et on défera ce qui a été fait. C'est pas du tout la même chose que cette espèce de communion nationale que l'on trouve autour du roi. Donc, je pense que c'est un meilleur régime pour la France, pour cette raison. D'ailleurs, c'est le régime qui a fait la France, ce qui est déjà, à mon avis, un argument décisif.
Voilà. Sinon, ce qui caractérise la monarchie, ben, c'est son étymologie, le gouvernement d'un seul, c'est-à-dire que le roi est au sommet et qu'il donne l'impulsion, qu'il donne les arbitrages suprêmes. Ça ne veut pas dire qu'il va rentrer dans le détail. Un roi qui rentre dans le détail, c'est plutôt un Bonaparte, dirais-je. Napoléon Bonaparte était quelqu'un qui travaillait beaucoup et qui allait voir beaucoup de petits détails, mais c'est pas ça le rôle du roi. Enfin, ça peut l'être, mais c'est occasionnellement. En principe, le roi, il est là simplement pour arbitrer quand il y a une difficulté qui est de niveau national, puis c'est lui qui dirige quand même le pays dans l'arène internationale, ce qui n'est pas peu de choses. Alors la pensée politique royaliste, elle est plurielle. C'est-à-dire que vous avez une couche ancienne de la royauté qui incite sur la royauté très chrétienne. Et puis vous avez après, il y a eu les théories de l'Action française qui ont repeint en quelque sorte le royalisme aux couleurs du nationalisme. Donc dans un premier cas, vous avez quelque chose qui a des connotations religieuses fortes, et puis après le deuxième, c'est plutôt quelque chose de plus fondé sur la nature et sur la déduction de l'état naturel des choses. Mais les deux, ça n'est pas contradictoire, hein, il n'y a pas de surnature sans nature. Alors tout à l'heure, vous évoquiez les défauts de la monarchie élective. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Sur la monarchie élective, oh ben, il y a un cas de faillite de la monarchie élective qui est bien connu, c'est la Pologne. La monarchie et dans le cas de la monarchie polonaise, c'est parce que chaque groupe était soutenu par l'étranger et que les voisins de la Pologne, donc chacun avait leurs affidés à la diète polonaise. Donc c'est un régime qui est très soumis aux influences extérieures. Et c'est vrai aussi, d'ailleurs, dans une république comme la nôtre, les influences sont possibles. Dans ce cas-là, l'élection est quelque chose c'est un procédé qui est dangereux de ce point de vue. L'hérédité est beaucoup plus facile. Alors l'hérédité a aussi un autre avantage, c'est qu'on forme le roi en vue de sa fonction, là où les hommes politiques, même les plus intelligents, les plus brillants, sont obligés de travailler beaucoup plus pour arriver à la même chose. Donc ça a aussi cet avantage. Mais la monarchie élective me paraît être un mauvais système. Nous en avons l'illustration à l'heure actuelle, hein. Et donc nous réagissons mal à chaque fois que nous voyons que notre président accroît ses pouvoirs et a tendance à décider pour nous. Je pense à une réforme comme les retraites, qu'il était à peu près le seul à vouloir. Enfin, lui et l'Europe, mais pas la plupart des Français étaient contre. Il a quand même imposé sa volonté, des choses comme ça. Je pense que c'est un mauvais système. La monarchie élective, le roi a besoin d'une clientèle. On le voit très bien avec les présidents français successifs. Là, le roi n'a pas de clientèle, le roi n'a pas de parti. C'est quand même autre chose. Ça me paraît important comme aussi. Oui, ça évite les influences dont on ne voudrait pas en pratique. Les influences et puis on voit quand même toutes les intrigues qu'il y a dans les élections et tout le hasard qu'il y a dans les élections. D'ailleurs, rappelons-nous quand même l'élection de Monsieur Macron avec l'histoire de Fillon qui a quand même été montée parce que on aime ou on n'aime pas Monsieur Fillon, c'est pas le problème, mais c'est quand même parce qu'il était candidat et qu'il avait de fortes chances et qu'il pensait quand même un peu plus à droite que certains de ses concurrents, qu'il a été littéralement lynché par les médias et que la justice hasard l'a convoqué à ce moment-là et que ça ne pouvait pas attendre pendant la campagne, il était convoqué. Donc là, on voit quand même combien le système peut être partiel et combien on peut mettre quelqu'un sur une voie de garage et combien cette élection est souvent une pantalonnade. De toute façon, on sait bien qu'il faut de très gros partis pour pouvoir supporter la charge, la finance que ça coûte. Et donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'outsiders, comme on dit en franglais. Il n'y aura pas de gens qui pourront sortir et on évite les surprises de cette façon. Et donc, c'est un système qui tourne sur lui-même et qui est fait pour favoriser un jeu d'ailleurs de gens. C'est convenu à l'avance en quelque sorte. C'est un système oligarchique. En réalité, d'ailleurs, moi, je le disais, toute démocratie est une oligarchie cachée. Il y a une oligarchie cachée. On la connaît bien et on se connaît bien certains de ses éléments. La franc-maçonnerie en est un, mais il n'est pas le seul. Hein. Bien sûr, la franc-maçonnerie, certains groupes que je ne nommerai pas, qui seront donc innommables, disons. Et il y a beaucoup de groupes, plus la finance qui joue aussi son rôle, etc. Et donc, en réalité, l'élection ne correspond pas à une volonté démocratique qui elle-même n'existe pas d'ailleurs, parce que autant je ne suis pas un antidémocrate fanatique. Je pense que, par exemple, au niveau communal, ça peut exister, ça peut être valable. Mais au niveau national, il n'y a pas de volonté nationale. C'est faux. C'est une plaisanterie. C'est une fiction. Ce ne sont que des alliances entre groupes oligarchiques. Tout à l'heure, on parlait de Maurras, du nationalisme. Il semble bien que
la Révolution est accouchée, en quelque sorte, de l'idée de nation, en tout cas de nation française. Alors pensez-vous qu'indépendamment de la Révolution, le système monarchique traditionnel aurait fini par en formaliser l'idée lui aussi, et le cas échéant, peut-être dans quelles conditions? Je pense que oui, parce que je pense que déjà d'ailleurs l'idée était au moins implicite auparavant. Je fais observer une chose, c'est que a priori rien ne prédispose l'habitant de Lille et l'habitant de Perpignan ou l'habitant de Brest et l'habitant de Strasbourg à faire partie de la même nation. Donc c'est vraiment une œuvre intelligente voulue par les rois de France, n'est-ce pas, qui ont créé cette nation, parce que l'État précède toujours la nation. Bon, vous avez d'un autre cas d'ailleurs en Europe, hein, c'est le cas de la Russie, les tsars rassembleurs de terre, comme on l'a dit, c'est la même chose. Donc, les rois de France ont rassemblé ce territoire et l'ont quand même dans une certaine mesure unifié. Et donc je pense que l'idée de nation, même si elle n'était qu'implicite, existait. Alors l'idée de Maurras, c'était d'ailleurs on peut la développer aussi sur un autre plan, c'est que pour lui les rois de France ont fait ce qu'on appelle un précaré pour commencer. Et empiriquement, souvent on les compare à des paysans qui agrandissent leur terre en achetant la terre à côté ou en acquérant la terre à côté. Et c'est exactement ça qu'ont fait les rois du Moyen Âge. Et pour Maurras, les rois de France faisaient du nationalisme sans le savoir, mais comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et je pense que cette vision est exacte. Alors c'est vrai que la Révolution a radicalisé la chose, qu'elle a d'abord mis fin au particularisme qui pouvait encore exister. Il y avait par exemple des privilèges pour la Bretagne, mais pas seulement pour la Bretagne, il y avait d'autres pays, la Bourgogne qui avait une assemblée particulière, et beaucoup de pays avaient des avantages, notamment des facilités fiscales, ainsi de suite. Donc là, il y a eu une unification drastique, un passage à un même niveau de tout le monde, c'est vrai. Et puis, une autre chose, c'est que la Révolution a radicalisé ce système national. Et alors ça, là-dessus, autant je défends le nationalisme, autant je pense que il faut distinguer entre un nationalisme traditionnel et un nationalisme jacobin et révolutionnaire. Cette étude a été très bien faite d'ailleurs par un professeur qui a été un de mes maîtres, le professeur de Vigry, qui avait écrit Les deux patries il y a quelques années, un ouvrage tout à fait recommandable, quoique peut-être un peu trop critique à l'égard du racisme entre autres, mais Monsieur de Vigry faisait remarquer qu'il y avait donc d'un côté un attachement normal au sol, à la patrie, et puis de l'autre côté l'utilisation qui a été faite par les républicains, et ça on peut le dire aussi bien pour la Révolution française que pour la guerre de 14, ils ont utilisé le nationalisme ou le patriotisme qui sont normaux, me semble-t-il, pour transformer la nation en moyen de guerre. C'est ça qui est terrible. Mais je pense quand même qu'il y a un vrai nationalisme. Je pense à Charette, par exemple. Pendant la Révolution, il y a un très beau discours de Charette où il dit à ses partisans les révolutionnaires, leur patrie, elle est dans les cieux, elle est dans les nuées plutôt que les cieux. Disons je ne me rappelle plus des termes exacts qu'il a utilisés, mais c'est à peu près cela. N'est-ce pas? Leur patrie, c'est une idée. La nôtre, elle est sous nos pieds. Et c'est vrai, nous défendons notre patrie, nous défendons la nation, et je crois que c'est tout à fait normal. Et je pense que c'est aussi salubre, parce que quand quelqu'un qui n'a pas de nationalisme peut perdre son identité. Je prends l'exemple de nos ancêtres les Gaulois que nous aimons tous. Nos ancêtres les Gaulois, quand ils ont été conquis par les Romains, eh bien, ils se sont romanisés. Je ne suis pas sûr que ce soit mauvais, loin de là, notre langue est du romain, l'organisation, etc. Mais malgré tout, la civilisation gauloise n'était pas non plus négligeable, et elle a été oubliés parce qu'ils n'avaient pas de sentiment national. Ils se sont donc facilement assimilés à autre chose. Alors je dis pas que l'assimilation soit une mauvaise chose, hein, on pourra en reparler si on parlait d'immigration, mais il y a assimilation et assimilation, quelquefois on s'assimile à quelque chose qui est moins bon que soi, et puis je pense que justement le composé français mérite d'être conservé, et en conséquence je crois que le nationalisme est une chose nécessaire. J'ajoute encore une chose au sujet de Maurras, parce que on présente toujours Maurras comme un nationaliste absolument intransigeant et borné. Or, c'est faux. Maurras explique quelque part que avant la nation, il y a eu la chrétienté, par exemple, et il regrette. Il dit la chrétienté, elle a été cassée, elle n'existe plus en tant que réalité politique. C'est pour ça que la nation est le dernier rempart.
Et vous voyez, il y voit un rempart, et je crois que cette vision reste exacte pour nous. J'ajoute aussi que le nationalisme est souvent caricaturé, parce que je fais une comparaison. C'est pas parce qu'on aime sa mère qu'on déteste la mère des autres. Et Maurras, pour le prendre comme exemple, tout en étant un nationaliste français intransigeant, avait beaucoup d'amitié et de sympathie pour l'Italie ou pour la Grèce, qui sont des pays étrangers. On peut aimer d'autres cultures sans pour autant renier la sienne, et on peut être nationaliste tout en étant ouvert à des contacts avec d'autres cultures. Mais je crois que l'ennemi du nationalisme, c'est pas les autres cultures en elles-mêmes, c'est le mélange, c'est le melting pot comme on veut à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on peut aimer l'Espagne, l'Angleterre, même l'Allemagne ou les États-Unis, mais la culture du McDonald's, c'est ça qui est mauvais, c'est le mélange de ce point de vue. On peut aimer autant n'importe le vent et l'épopée des sudistes, mais on peut ou bien enfin, j'ai un défaut. Quand je parle des États-Unis, je suis pour les Indiens contre les cow-boys et pour les sudistes contre les Yankees. Mais bon, on peut aimer. Je comprends qu'on puisse. Dans ma famille, on avait des amis qui eux étaient des très Yankees, au contraire. Donc, je peux comprendre qu'on puisse aimer cela. En revanche, le mélange franco-américain ou anglo-américain ou franco-allemand ou n'importe quoi ou tiers-mondiste, maintenant c'est ce qu'on nous impose, tout ça est très mauvais. Donc je pense que le nationalisme reste important parce que c'est une défense et c'est notre dernier rempart, pourrait-on dire. Oui, on sait bien qu'en pratique, les soi-disant horizons multiculturels ne vendent que la culture mondialiste. Culture de l'homme hors sol, sans racines, sans histoire, unité économique interchangeable et éternel consommateur. Effectivement, c'est une idée de mélange total, alors que bon, une culture autre, on peut tout à fait la trouver intéressante, mais le mélange entre une autre culture et la nôtre, ça c'est beaucoup moins évident, et ça en aboutit finalement à une sous-culture ou à une inculture généralisée. C'est ça qui est un petit peu dommage. Donc c'est pour ça que je suis pour le nationalisme, et pour un nationalisme qui n'est pas uniquement politique, mais qui est aussi culturel, qui est aussi culinaire. Je veux dire que je suis très, de ce point de vue aussi, très attaché à notre culture culinaire. Et donc je crois que c'est important de rester soi-même et de conserver cela. Et alors certains royalistes, qui sont souvent des royalistes récents, ont une espèce de snobisme à l'égard du nationalisme, en disant tout ça c'est une idée révolutionnaire, on n'en veut pas entendre parler. Bon, je crois que c'est une erreur d'abord, et puis je pense que la fidélité au roi et la fidélité à la nation se renforcent et ne se combattent pas, je pense. Et je pense qu'à travers le loyalisme monarchique de nos ancêtres, parce que ça, il est attesté, il est vérifié, il est visible, on peut dire depuis l'époque de Jeanne d'Arc au moins. Hein. C'est avec Jeanne d'Arc que naît l'idée nationale véritablement. La guerre de 100 ans commence comme une guerre féodale et se termine comme une guerre nationale. À la fin, au début de la guerre de 100 ans, c'est un prince issu tout de même des fleurs de lys, hein, puisque même les rois d'Angleterre avaient descendu des rois de France, contre un autre prince des fleurs de lys, et tandis qu'à la fin, c'est quand même une opposition entre les Français et les Anglais. On sait très bien, à la fin à l'époque de Jeanne d'Arc, ce qui est un Anglais, que c'est pas tout à fait la même chose qu'un Français. Donc, je crois que c'est avant même la Révolution, le loyalisme monarchique faisait quand même que tous les Français communiaient dans le culte non seulement de la personne du roi, mais de cette royauté, c'est-à-dire de cet ensemble national. Donc l'idée que la nation, puis la notion de nationalisme serait révolutionnaire, est encore assez répandue et parfois affirmée sans que notre interlocuteur ne puisse véritablement justifier en quoi fondamentalement ce serait le cas. Mais on l'entend, et on l'entend de façon assez répétée, en tout cas dans le milieu catholique, royaliste. Alors on nous explique que au cœur de la notion de nationalisme, il y aurait le principe des nationalités, qui veut qu'une nation soit dotée nécessairement d'un État, que historiquement le mouvement nationaliste a constitué la première phase dans l'œuvre révolutionnaire de destruction des royaumes catholiques, parce qu'il a servi avec la Révolution française à transformer le royaume de France, où le roi exerçait son autorité sur ses peuples, en une nation où le peuple serait prétendument souverain, la nation étant devenue alors comme une valeur en soi. Et on ajoute que le principe des nationalités qui avait permis la génération des nations contre les royaumes catholiques est à présent utilisé afin de justifier tout d'abord les revendications régionales sécessionnistes ou autonomistes au sein des entités nationales actuelles,
comme les revendications de populations immigrées au nom de la prise en compte des spécificités de minorités allogènes, prise en compte rendue nécessaire de par le respect dû aux droits de l'homme. Cela étant, s'il est incontestable qu'il y a une approche révolutionnaire de ces notions de nation et de nationalisme, et que c'est bien la révolution qui a accouché de ces notions, cela ne signifie pas pour autant qu'il ne peut pas y avoir une approche traditionnelle, ordonnée, orthodoxe de ces notions-là. De sorte que rien ne permet d'affirmer que l'ancien régime n'en aurait pas accouché lui-même. Oui, il me semble que c'est une mauvaise interprétation de ce qu'est la nation et de ce qu'est le nationalisme. Il y a un texte intéressant je crois que c'est d'un pape, je crois que ça peut être Pie XI, que je n'aime pas beaucoup à cause de la condamnation de l'action française, hein, je l'avoue. Mais enfin là, il y a un texte où il parle de nationalisme exagéré à un endroit, et on peut se dire que s'il y a un nationalisme exagéré, c'est qu'il y a un nationalisme qui ne l'est pas. Il me semble que le nationalisme tempéré et normal. C'est un petit peu comme pour les personnes, je sais pas, un certain amour propre et raisonnable. De même, vous voyez, donc je pense que le domaine de nationalisme, le fait que les gens d'une nation apprécient leur nation et essayent d'en défendre les bonnes traditions, je vois vraiment pas ce que ça a de révolutionnaire. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette utilisation du nationalisme, il y a une certaine exaltation nationaliste qui peut exister et qui est très négative, ça je suis tout à fait d'accord. Mais comme toute forme d'exaltation, hein, toute forme d'exagération, le nationalisme ne nous empêche pas d'apprécier ce qui peut être bon chez les autres ou ce qui peut être beau chez les autres. Mais le nationalisme, c'est tout simplement l'idée que pour résoudre toute question politique, il faut la résoudre par rapport à l'intérêt de l'ensemble de la nation et non pas par rapport à des intérêts particuliers. Et donc c'est la façon de résoudre toute question politique, y compris celle du régime d'ailleurs. Il faut chercher quel est le meilleur régime pour ce pays, cet État et cette nation. Donc je crois que les gens qui le rejettent font souvent la confusion entre le nationalisme révolutionnaire et le nationalisme contre-révolutionnaire de Maurras et puis oublient quand même qu'il y a un côté, il y a une réalité naturelle dans ce nationalisme, et cette réalité, parce que la nation nation, ça vient de naître quand même, il faut pas l'oublier. Donc c'est une réalité naturelle et on n'a pas le droit de fouler aux pieds une réalité naturelle. D'ailleurs, au nom de quoi, hein, parce que ces gens qui ne sont pas nationalistes, ils défendent une royauté qui est tout de même lointaine et à laquelle ils n'ont quand même pas, avec laquelle ils n'ont pas des liens très précis. J'avoue que j'ai vu ça quelquefois. Il y a des gens qui m'ont soutenu cette théorie, mais je n'en ai pas été convaincu. D'ailleurs, il est ironique de se rendre compte que ceux qui rejettent en bloc aujourd'hui toute possibilité d'un nationalisme contre-révolutionnaire le font en dernière instance au nom d'une sorte de royalisme abstrait, alors même qu'ils critiquent l'approche révolutionnaire de la nation comme fondamentalement abstraite, hors sol. Ils rejettent donc une réalité charnelle en l'assimilant à une abstraction, et le tout au nom d'une autre abstraction. Du reste, il en va du nationalisme, donc de l'amour de la nation, comme de tout le reste. Hein. Effectivement, quand cela confine à l'idolâtrie, c'est mauvais. Mais dès lors qu'on accorde à ces choses leur place légitime, car elles ont une place légitime. Oui, parce qu'il y a effectivement une idolâtrie nationale qui peut exister. Hein. Ça, c'est une idolâtrie. La nation est une réalité de fait. C'est une réalité naturelle. Donc, comme toutes les réalités naturelles, elle a sa place, mais elle ne remplace pas tout. La nation ne remplace pas la famille, la nation ne remplace pas la religion, bien sûr. La nation, la défense de la nation n'enlève pas non plus l'idée de la défense de la foi, mais les deux choses peuvent aussi très bien s'harmoniser. Et mise à sa place, la nation, c'est une réalité qui était aussi une réalité, il faut dire, tout à fait, comment peut-on dire, qui aide l'épanouissement de la personnalité. C'est quand même grâce à la nation que nous avons une langue, que nous avons un certain espace où nous vivons malgré tout dans une relative liberté. Je sais bien que la République n'est pas là-dessus totalement indemne de critiques, mais enfin, nous avons cet espace, nous avons cette langue, nous avons cette culture, nous avons ce rayonnement quand même, qu'on le veuille ou non. Encore maintenant, la France a un certain rayonnement, et tout ça n'est pas négligeable, et ce sont des réalités naturelles que nous devons d'une part respecter, d'autre part cultiver. Oui, d'ailleurs, la nation, le nationalisme
entendue par les esprits révolutionnaires, c'est davantage une idée abstraite déjà, volontariste, avec des citoyens interchangeables. Mais disons que les révolutionnaires ont utilisé la nation un peu comme un cheval qu'on utiliserait jusqu'à épuisement, si vous voulez. Et d'ailleurs, ce qui est quand même choquant, c'est de voir que les révolutionnaires ont pressé sur la nation autant qu'ils pouvaient. Ils ont d'ailleurs dispersé ce que les générations précédentes avaient créé et ça c'est un des aspects de la démocratie que Maurras souligne d'ailleurs. Même en partant de la démocratie athénienne, en disant que la démocratie disperse ce que les générations présentes ont fait, a fortiori la révolution, et puis après ils ont abandonné même l'idée nationale, ce qui est quand même assez fort, c'est-à-dire que après avoir poussé le millefeu à l'Europe au nom de nationalisme exacerbé, après avoir réveillé contre nous des nationalismes adverses, ils ont fini par dire qu'après tout l'internationalisme c'était mieux, et donc par se retourner contre ces nations qui les avaient comment peut-être dévoyé d'une certaine façon. Non, c'est vrai que je crois quand même que la distinction entre nationalisme révolutionnaire et nationalisme traditionnel est importante. Et j'en vois par exemple une illustration à l'heure actuelle, mais excusez-moi, là je vais peut-être être un peu anticonformiste, mais dans le bellicisme de certains à notre époque, concernant le président de la République, c'est voilà une idée de jeter la nation dans une aventure où elle n'a rien à faire et aucun intérêt. Et moi je crois que être profondément pacifique fait partie aussi de l'intérêt d'une nation, parce qu'on doit penser à la conservation de sa nation et à son augmentation, et non pas à l'utiliser comme un moyen de pression internationale. Donc, je pense qu'il faut pas être pacifiste. Il faut avoir des forces, effectivement. Mais juste actuellement, si nous regardons la République actuelle, d'une part, elle a saboté l'instrument militaire. Elle a supprimé les armées, le service militaire. Elle n'a pas stocké d'armement pour une durée importante. Donc, elle a affaibli le dispositif militaire. Et puis, par ailleurs, elle fait une politique extérieure extrêmement arrogante et belliqueuse, ce qui est dangereux dans le monde où nous vivons. Bon, moi, je crois que ça, c'est contraire. C'est pas du tout du nationalisme. C'est de l'agitation, et c'est une agitation d'esprit révolutionnaire. Tout à l'heure, on évoquait le discours de Charette, et il se trouve que je l'ai sous les yeux, donc je vais en faire lecture. Il est très intéressant et tout à fait pertinent relativement à la discussion que nous avons. Ah oui, si vous l'avez retrouvé, ça vaut la peine pour les auditeurs de leur lire. Alors voici. Notre patrie, à nous, ce sont nos villages, nos hôtels, nos tombeaux, tout ce que nos pères ont aimé avant nous. Notre patrie, c'est notre foi, notre terre, notre roi. Mais leur patrie à eux, qu'est-ce que c'est, vous le comprenez-vous? Ils veulent détruire les coutumes, l'ordre, la tradition. Alors, qu'est-ce que cette patrie nargante du passé, sans fidélité, sans amour, cette patrie de Bilobo des 10 religions? Pour eux, la patrie semble n'être qu'une idée. Pour nous, elle est une terre. Ils l'ont dans le cerveau. Nous l'avons sous nos pieds, c'est plus solide. Et il est vieux comme le diable leur monde, qu'ils disent nouveau, et qu'ils veulent fonder dans l'absence de Dieu. On nous dit que nous sommes les suppôts des vieilles superstitions. Il faut rire. Mais en face de ces démons qui renaissent de siècle en siècle, sommes une jeunesse, monsieur. Sommes la jeunesse de Dieu. La jeunesse de fidélité. C'est ce texte à quoi je faisais allusion et qui me paraît tout à fait montrer cette opposition entre deux visions de la nation. Et je trouve que la vision de Charette, la vision traditionnelle, est toujours légitime et qu'on ne peut pas prétendre, et encore moins au nom du royalisme, s'en émanciper. Alors aujourd'hui, si on voulait remettre en place une monarchie très chrétienne, une monarchie catholique en tout cas, est-ce que selon vous, ce serait faisable, et 2, moyennant le cas échéant, quelles adaptations? Alors, est-ce que c'est faisable? C'est une question que l'on peut toujours se poser. Il y a des tas de gens qui ont voulu essayer de créer des mouvements, même des partis. Le terme est d'ailleurs un peu choquant dans un cadre royaliste, mais enfin, qui ont voulu créer ça, des alliances, des choses comme ça. Bon, je pense que la monarchie ne peut pas se refaire par les urnes. J'allais dire la monarchie, mais c'est une opinion personnelle que je donne. C'est à mon avis, un joker politique. C'est-à-dire que c'est une chose qui est peut-être pas totalement oublié, mais qui est quand même qui est hors des préoccupations immédiates des Français et même des politiciens.
une situation difficile peut amener à y repenser. Et puis, il y a aussi des personnages politiques qui peuvent le faire. Regardez le cas de général Franco en Espagne. Donc, c'est une possibilité de ce point de vue. Donc, j'allais dire, à l'heure actuelle, c'est très loin. On ne voit pas non plus qui pourrait être notre Franco. Il se peut aussi quelquefois, quand il y a un homme politique fort au pouvoir, qu'ils se disent après tout finalement je suis très bien à cette place-là. Donc c'est très aléatoire. Malgré tout, c'est un idéal qu'on peut conserver et qu'on peut souhaiter, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait au moins une force politique organisée pour pouvoir au moins présenter cette solution. À l'heure actuelle, cette force n'existe pas vraiment. Il existe des petits mouvements royalistes qui sont très méritants, hein, je ne les critique pas du tout, hein, mais qui ont le défaut d'abord d'être divisés, et pas seulement sur la question dynastique, hein, il y a aussi des questions de personnes, et dans le même camp, on trouve parfois plusieurs groupements. Donc il y a un goût très gaulois de la division, et cette alternative n'est quasiment pas présentée aux Français. Donc j'allais dire, c'est une carte qui reste, mais c'est pour le moment une carte qui ne peut pas aboutir immédiatement. Alors maintenant, dans l'idéal, supposons qu'un coup de jeu pour la Providence nous ramène la possibilité de rétablir un roi en France. Alors quelles seraient les caractéristiques ? Je pense que ça serait d'abord très largement dépendant des circonstances qui auraient ramené ce roi. C'est-à-dire que si ce roi est ramené par un politicien qui veut faire une fin, on risque de lui imposer certaines conditions, là où s'il est ramené dans le cadre d'un mouvement, Tolkien, le retour du roi, des choses comme ça, il n'a pas de conditions à subir. Je ne dis pas qu'il faille toujours refuser les conditions, car quelquefois ça n'est pas très grave, mais c'est tout de même à envisager. Donc voilà, je pense que la royauté peut revenir, mais que ça dépendra largement des circonstances dans lesquelles elle s'implanterait. Donc si la royauté revenait avec un accord avec des politiciens en place, un peu moins corrompus peut-être que ceux que nous avons, mais à ce moment-là, bien entendu, elle serait sûrement obligée de faire quelques concessions, par exemple le maintien d'un système électoral, etc. Bon, je pense qu'il y a quand même des limites et des garde-fous. C'est-à-dire que la monarchie française n'est pas une monarchie parlementaire. Ça veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des assemblées représentatives, par exemple des provinces, hein, ce que le Sénat était à l'origine. Le Sénat était à l'origine la Grand Conseil, pas des provinces, mais des communes de France. Mais il peut y avoir cela avec des prérogatives très limitées. Mais il ne faut pas que ce soit ces assemblées qui fassent la politique, comme c'était le cas sous les 3e et 4e Républiques, que ces assemblées votent certaines lois, pourquoi pas, mais que je ne suis pas d'accord pour qu'elles aient la possibilité de troubler la politique. Je veux dire, le roi en ses conseils, le peuple en ses états, c'est la tradition, et je crois que c'est ça qui serait le mieux. C'est-à-dire que le roi est assisté par un conseil du roi, le roi dirige, il a toujours la possibilité de dire non à quelque chose, hein, à un projet de loi, etc. Et puis le peuple, de son côté, a divers organismes. Il y a une très large auto-organisation, c'est une certaine décentralisation. Donc les questions qui arriveraient au niveau royal seraient déjà très largement préparées d'une certaine façon. Vous voyez, mais je pense que c'est un système. Je pense qu'il faut rompre avec le système électif que nous connaissons à l'heure actuelle. Ça, c'est sûr. Sinon, pour être plus précis, il y a des tas de faiseurs de constitution. Je vais pas m'ajouter à eux en vous disant comment je la verrai. Je pense qu'il y aurait une constitution. Pour répondre à une question, beaucoup de gens disent il faut pas une monarchie constitutionnelle. Je répondrai à ça. Il faut être assez pragmatique. Une constitution, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. C'est pas qu'elle existe ou pas, qu'il y ait un texte ou pas. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Les Anglais, à l'heure actuelle, n'ont toujours pas de constitution écrite. D'ailleurs, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais en Angleterre, qui est pourtant pas un pays où les gens, enfin, c'est un pays très libre, mais il n'y a pas de constitution écrite en Angleterre. J'ajoute une chose aussi sur la monarchie, parce que certains me disent une monarchie, mais ça n'a pas d'intérêt, parce que elle serait obligée justement de tenir compte à notre époque de l'existence de forces démocratiques qui n'existaient pas au XVIIIe siècle, ou qui commençaient à exister simplement. Les partis, par exemple, qui se sont créés surtout à partir de la Révolution, mais l'opinion publique, qui elle est un peu plus ancienne, hein, déjà au XVIIIe siècle, il se crée une opinion publique. Bien sûr que la monarchie serait obligée de faire ça. Malgré tout, la monarchie est une limite à cette dérive démocratique, y compris dans les pays actuels
On peut dire par exemple en Angleterre, en Angleterre, l'existence du roi, même si le roi n'a pas beaucoup de pouvoir, d'abord à côté du pouvoir, il y a l'autorité. Il a une autorité morale indiscutable. Et je parle pas de la personnalité du roi actuel, hein, que je ne connais pas suffisamment pour la juger, mais je veux dire en soi il y a une autorité. Mais le fait, même une monarchie sans grand pouvoir, elle a au moins un avantage, c'est qu'elle vous évite la division que cause l'élection d'un président de la République. L'élection au suffrage universel est un facteur de division nationale. Et ça disparaît dans ces cas-là. J'ajoute une autre chose, c'est que à l'heure actuelle encore, ces monarchies européennes faibles ont tout de même un certain avantage. Pensez que l'unité de la Belgique, l'unité de l'Espagne, et même dans certaines mesures du Royaume-Uni, tient au roi. Et d'ailleurs, certains l'ont compris. Vous avez des gens qui sont pour l'indépendance de la Flandre, par exemple, ou l'indépendance de la Catalogne, et qui veulent se débarrasser de la monarchie, parce qu'ils savent que la monarchie bloque cette disparition de l'unité nationale. Alors nous, Français, on a réussi à garder notre unité nationale, mais puisqu'on n'avait plus de roi, on a mis à la place ce jacobinisme très dur, la centralisation qu'on dit napoléonienne, et c'est vrai, Napoléon a centralisé. Bon, mais ceci étant, ce n'était rien du tout par rapport à notre époque qui a bien durci le système. Mais malgré tout, je pense que la royauté, elle est au-dessus justement de certaines limites. Prenons le cas de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Bien, nous aurions un roi, il pourrait parfaitement admettre une certaine autonomie, au moins de la partie indigène, puisque tout le monde quand même communie dans le culte du même roi. Tandis qu'à partir du moment où le pouvoir est démocratique, bien on essaye de se le prendre d'un côté Caldoche, de l'autre côté Kanak, etc. Vous voyez, je crois qu'il y a un peu ça. La monarchie, c'est aussi quelque chose qui est au-dessus et qui peut être donc arbitre entre les factions populaires, là où la démocratie, étant issue de ces factions populaires, elle est toujours pour l'un ou pour l'autre. Alors traditionnellement, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, la couronne est assez peu interventionniste. Hein, le roi est plutôt un arbitre. Cependant, aujourd'hui, on doit faire un constat tout de même. Il est le suivant. La société est dans un tel état de chaos culturel, intellectuel, moral et spirituel. On parle de dissociété. Il n'y a plus d'organicité véritablement à aucun niveau. De sorte que, est-ce qu'un pouvoir fort devrait être mis en place, ne serait-ce que pour un temps, afin de régénérer le pays et qu'à terme on puisse avoir un système traditionnel, donc à nouveau peu interventionniste? C'est une question qu'effectivement on se pose toujours, cette passée de la République à la monarchie. Évidemment, il y a la période du passage qui n'est pas évidente. On essaye de rendre les choses aussi peu douloureuses que possible. Donc, malgré tout, Maurras, dans un de ses livres qui s'appelle Dictateur et roi, qui est un livre assez ancien, qui est un manifeste en même temps, dit que dans un premier temps, il y aurait une dictature royale. Il va jusque-là, et notamment pour remettre un petit peu en ordre les gens qui sont allés dans le désordre. Et je pense que, malgré tout, c'est une chose qui risque d'être nécessaire. C'est-à-dire qu'il est bien évident que si nous passions à la République à la monarchie, on aurait besoin relativement rapidement de régler certains problèmes comme celui de l'immigration, notamment l'immigration clandestine. On aurait le soin de remettre un peu d'ordre dans les banlieues, on aurait le soin de réprimer réellement le trafic de drogue et des choses de ce genre. Je ne suis pas pour abuser de ces mesures et je ne suis pas quelqu'un qui désire a priori un système qui soit un corset. Mais bon, un corset est nécessaire quand le corps ne se tient plus tout seul. Donc c'est uniquement ça. C'est en fonction des besoins et des attentes. Je pense d'ailleurs que un pouvoir qui aurait une certaine poigne ne sera pas mal vu par la population. Si vous dites aux gens que dans les banlieues, désormais l'ordre va régner, que vous allez donc faire éliminer vraiment et pas seulement déplacer les facteurs du désordre, je pense que les gens seront plutôt d'accord avec ça. Donc, je suis pour dire le pouvoir sera fort, le pouvoir dans ses fonctions régaliennes se fera respecter, mais il le fait comme c'est dans l'intérêt de la population, il le fera avec l'accord de la population. Et je crois que ça peut marcher quand même. Bon, je pense effectivement que la transition, il y a des choses qui ne pourront plus se faire et ne devront plus se faire, et donc que l'on sera bien obligé de le signifier, si vous voulez. Bon, même s'il faut aussi avoir une certaine indulgence, j'allais dire, il y a de mauvaises habitudes qui ont été prises, ça ne se refait pas d'un seul coup. Mais bon, malgré tout, je pense que
il faudra un petit peu de... Mais c'est ce que les gens attendent. Hein. Actuellement, d'ailleurs, il y a si on regarde dans l'histoire de France, il y a des périodes où les gens demandent de la liberté. Je dis la liberté là au singulier, non pas au pluriel. D'habitude que les royalistes parlent des libertés, mais là ils demandent de la liberté, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment faire ce qu'ils veulent, hein, que ce soit bien ou mal. Mais vous avez aussi des périodes où les gens demandent de l'ordre. Et c'est une demande constante. Et donc, c'est ce que nous voulons montrer, c'est que ce sera un ordre, pas un ordre antipathique, pas un ordre rébarbatif, pas un ordre, il ne s'agira pas de mettre un soldat derrière chaque personne, mais il s'agira de remettre l'ordre normal. La paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Il y a un pape qui dit ça quelque part, hein, je crois. Oui, c'est de Saint-Augustin. Et donc, c'est cette tranquillité de l'ordre que nous devons rechercher. Et donc voilà pourquoi je pense qu'effectivement il faudra au début tout au moins, mais après on pourra. Je pense que encore une fois, on met le corset tant que les gens ne sont pas, tant qu'on n'est pas rétabli. Quand la société est rétablie, elle en a besoin, elle n'a plus besoin parce que elle se défend elle-même. Je crois, je sais plus qui disait d'ailleurs, parlant du troupeau attaqué par le loup, c'est une chose que l'on voit dans l'Évangile souvent. Et quelqu'un a dit la première chose à faire, c'est que le troupeau lui-même se défende également contre le loup. Bien sûr qu'il faut que le berger soit prêt à le défendre, mais si le troupeau lui-même peut se défendre, ce n'est pas mauvais non plus. Alors qu'il dit monarchie traditionnelle, dit a priori noblesse. La question, puisqu'on parle d'une possible restauration monarchique et de ses conditions, faudrait-il régénérer la noblesse, recréer une noblesse, et le cas échéant, sur quel fondement? Alors, dans tout État, il y a autour du gouvernement, autour de l'État, une élite dirigeante, plus ou moins valable selon les cas, bien sûr, mais même, bon, vous avez comme actuellement autour du pouvoir républicain toute une catégorie politicienne et politique qui existe, qui n'est pas du meilleur, qui n'est pas toujours la meilleure, mais enfin, c'est normal qu'un pouvoir ait un vivier de personnes qui le servent. Donc, je pense que l'idée d'une noblesse n'est pas choquante en soi. Elle est même, je pense, assez naturelle dans une monarchie. J'en verrai pour ma part deux aspects. D'une part, une noblesse de service, c'est-à-dire que il n'est pas anormal d'orner les gens qui sont au service du pouvoir. D'une considération, donc qui peut être matérialisée par un titre. C'est un peu les préfets, les généraux, les gens comme ça, etc. Pourquoi pas une noblesse de fonction. Et puis il y a un autre aspect qui me paraît peut-être plus intéressant et qu'évoque notamment Renan dans la Réforme intellectuelle et morale. Renan est un personnage que nous n'aimons pas toujours à cause de son l'attitude à l'égard de l'Église, mais c'est du point de vue politique, c'était quand même un homme qui a réfléchi et qui a donné, avec la réforme intellectuelle et morale, une des bases à la pensée contre-révolutionnaire. Et dans la réforme intellectuelle et morale, il propose, il dit qu'il faut essayer de reformer. Alors il dit un bon gentilhomme dans chaque village. Alors on peut penser à retrouver, notamment à travers, par exemple, les officiers de réserve ou les choses de ce genre-là. Vous voyez, enfin, essayer de dégager, peut-être par plusieurs moyens, une élite de personnes qui serait un peu répandue dans toute la France et qui serait donc ça reconstitue une forme de noblesse. Alors la question de la noblesse, c'est toujours la question de l'hérédité. Est-ce que cette noblesse doit être héréditaire et est-ce qu'elle doit avoir des privilèges? Alors, l'hérédité en soi me paraît normale parce que c'est un capital moral. On sait quand même que tout le monde d'ailleurs, si vous êtes le fils de quelqu'un de célèbre ou d'important, vous bénéficiez peut-être à tort d'ailleurs d'une sympathie, etc. Donc ce capital moral n'a pas à être négligé. Mais il y a d'autre part il y a la question des privilèges, et là je pense que les privilèges doivent être strictement limités à la nécessité. Parce que vous aviez par exemple sous l'Ancien Régime le fait que les nobles ne payaient pas la taille, qui était un impôt qui avait été créé à l'origine pour l'armée, et donc on disait les nobles payent l'impôt du sang, donc ils n'ont pas à payer cet impôt en argent qui permet aux non-nobles, bourgeois ou paysans, de ne pas aller à la guerre, donc ils payent pour que les autres y aillent. Bon, soit le principe est bon. Mais ce qui est dommage, quand même, sous l'Ancien Régime, c'est que le principe s'est oublié, c'est-à-dire que, par la suite, certains nobles se sont dispensés d'aller à l'armée. Et donc, ils bénéficiaient toujours de l'exemption d'impôts sans pour autant servir le roi dans ses troupes. C'est un peu regrettable. Donc, je pense que s'il y a des avantages qui sont liés aux fonctions,
ces avantages devront être quand même strictement vérifiés, c'est-à-dire qu'il faudra de temps en temps faire un peu le nettoyage et ne pas faire des privilèges. Des privilèges, il y en a toujours, il y en a même en République, hein, de toute façon. J'avais lu, vous en donnez un exemple tout à fait dérisoire, j'avais lu il y a quelques années qu'il y avait certains fonctionnaires des postes qui avaient une prime de vélo alors qu'ils n'avaient jamais de vélo. Donc, vous voyez, c'est l'exemple d'un privilège qui n'a plus de justification. Et il y en a des tas comme ça, des tas de petites choses qu'il faudrait de temps en temps toiletter et supprimer. Donc, noblesse, oui, mais noblesse, rappelez, sur le premier principe, noblesse oblige. Donc, il faudra que les gens à qui on reconnaîtra un rang particulier le sachent que ce rang est au service de la communauté et non pas fait pour prévariquer ou pour faciliter la prévarication. Et qui dit restauration dit désignation d'un souverain donc qui serait légitime. Mais alors on parlait de querelles dynastiques. Est-ce qu'on pourrait les régler, en fait? Est-ce qu'on pourrait véritablement désigner? Est-ce qu'on pourrait imaginer que tout le monde se mette d'accord? Il y a quelques années, il y avait des gens qui avaient dit le premier arrivé à Reims a gagné. Bon, c'est une possibilité, parce que je pense qu'effectivement, parmi les traditions, il faut que le roi soit sacré. C'est évident que dans une monarchie chrétienne, le sacre, c'est tout un symbole. Et je pense que c'est important. Alors, est-ce que l'ennui, c'est que si on sacre le mauvais, c'est un peu ennuyeux, mais je pense que régler le problème n'est pas possible. J'allais vous dire, c'est l'affaire des professeurs de droit. Néanmoins, pour être professeur de droit moi-même, je peux vous dire que on ne serait pas tous d'accord. La plupart, sur la question dynastique, ont à peu près la même idée. Mais enfin, bon, je sais que il y aura toujours un ou deux professeurs de droit, il y aura toujours quelques dissidents là-dessus, et nous avons des argumentaires très bien faits. Bon, je vous ai dit que ma solution, hein, moi je suis pour les Anjou, mais je sais que d'autres me diront une autre solution. Je ne crois pas qu'on puisse faire un congrès de juristes, de professeurs ou d'hommes politiques ou de n'importe quoi pour décider de qui serait le roi. Enfin, si un tel congrès existait, il y aurait des gens qui accepteraient sa solution, mais d'autres qui le refuseraient. Hein, donc ça ne servirait pas à grand chose, me semble-t-il. Alors, je pense que j'allais dire, je m'en remets alors, du point de vue du droit, je m'en remets à ce que j'estime être la solution du droit, et du point de vue du fait, je m'en remets à la Providence. Alors si malheureusement la Providence l'a amené, c'est une épreuve qui peut nous arriver, hein, le prince qui n'est pas celui que je pense être le bon. Bon, dans ce cas-là, il s'agirait de savoir est-ce qu'on le sert tout de même en disant nous servons la France, ou est-ce que on reste dans une espèce d'émigration de l'intérieur, ce serait à voir. Mais je pense par exemple à l'époque de Napoléon était un souverain, il a été un souverain sacré d'ailleurs, mais il était tout de même un souverain non légitime, au moins à l'égard des lois fondamentales de la couronne. Lui prétendait être légitime parce qu'il disait qu'il avait succédé à la Révolution et pas d'ailleurs à Louis XVI. Bon, c'était pas faux. Mais Napoléon a été servi par des gens, et j'avais récemment fait le commentaire d'un ouvrage d'un certain Nelly, qui était un officier, et cet officier avait très loyalement servi Napoléon pendant son règne. Puis quand Napoléon est tombé, il a prêté serment à Louis XVIII, et après il n'est jamais revenu dessus. C'est-à-dire que même quand Napoléon est revenu, il n'est pas revenu puisqu'il avait prêté serment, et il a servi les rois jusqu'à la fin. Et quand Charles X s'était renversé, en revanche, il a pris sa retraite. Il n'a pas voulu continuer sa carrière d'officier. Je pense que c'est un petit peu exemplaire. On peut servir même de la même façon que je ne vois aucun mal à ce que les fonctionnaires servent loyalement l'État républicain. Quand l'État républicain, que je n'aime pas, vous le savez, dit qu'il faut conduire à droite et pas à gauche, il me paraît qu'il vaut mieux quand même suivre ce qu'il dit. Donc, sur beaucoup de choses, on peut cohabiter, j'allais dire, même avec ce système. Donc, a fortiori, même on le ferait avec un roi qui ne serait pas le bon. Bon, malgré tout, résoudre le problème absolument, là, je crois que je ne vois pas d'organisme qui aurait le pouvoir de faire ça. Professeur Bouscaut, vous le savez, à la taverne du Croisé Joyeux, on aime la littérature. Quelle est l'œuvre, ou quelles sont les œuvres, dont vous avez choisi de nous parler? Alors, je dois dire que je ne suis pas un lecteur de romans. J'en lis très peu. Je suis surtout un lecteur d'essais, d'ouvrages historiques, de choses comme ça. Donc, je ne suis pas un grand lecteur de romans. Les romans que j'aime sont rares, et ce sont souvent des romans qui ont un arrière-plan historique ou idéologique, dirais-je. Je veux que je ne suis pas du tout
attiré par le roman. Le roman romantique, vous savez, l'homme et la femme qui se rencontrent inopinément et se disent ça y est, c'est celui-là, et puis après on disserte pendant 300 pages sur le grand amour que monsieur porte à madame, madame à monsieur, sur leur grande qualité, etc. J'avoue que je me suis lassé de cette chose-là. J'avais lu quand j'étais élève le Livre dans la vallée, qui est très bien écrit, un très beau roman, mais moi ça me avait pas du tout accroché. Ce que j'aime plutôt, ce sont des ouvrages qui ont un arrière-plan historique, un peu, vous savez, comme Les Rois maudits de Druon, qui ont des défauts, mais qui sont malgré tout une très belle saga. Alors, pour répondre à votre question, il y a deux ouvrages auxquels je me référerai. L'un est relatif au roman de chevalerie, c'est l'histoire du roi Arthur. Alors il y a plusieurs versions. Il y a une version Boulanger qui est une version classique en 4 volumes, et puis qui est très bonne, mais j'aime mieux pour ma part la version de Xavier de Langlais en 5 volumes. Donc on commence avec Merlin, on a l'histoire d'Arthur, l'histoire de Lancelot, la quête du Graal et la fin des temps aventureux avec la guerre finale, etc. Je sais que c'est vraiment quelque chose qui m'avait enthousiasmé et que je relis encore avec plaisir. Et puis sinon, j'ai une autre chose, un autre ouvrage que j'aime bien lire et qui est peut-être moins connu. Et c'est d'un auteur étranger, qui est un auteur finlandais, qui s'appelle Valtari, Mika Valtari, qui est l'auteur notamment aussi d'un roman célèbre sur l'Égypte, Sinuel égyptien, qui est un très beau roman, mais c'est pas celui-là. Il a écrit un autre qui est divisé en deux, c'est Myrina et Minutus. Et c'est un roman qui se passe à l'époque du début du christianisme. Alors le premier, Myrina, c'est un Romain qui arrive à Jérusalem au moment de la mort du Christ. Et là, on ne parle que de ça, du prophète qui a été exécuté par les Romains, donc il entend parler de ça. Et puis, ces rencontres font qu'il s'intéresse à ça, qu'il se pose des questions, et il va être amené à rencontrer divers personnages qui ont côtoyé Jésus. Il va rencontrer Lazare, par exemple. C'est très drôle parce que Lazare va dire ah là là, quel mauvais coup il m'a fait, j'étais si bien de l'autre côté, etc. Enfin, c'est un peu drôle parce que c'est pris à contre-courant de ce qu'on pense habituellement. Il rencontre plusieurs des personnages et il finit par se trouver présent en Galilée au moment où Jésus, c'est avant son ascension, donc il y a une grande réunion des chrétiens, puis aller en Galilée, et c'est là et ce Romain, un païen pourtant, qui assiste à ça et qui se convertit finalement. Et donc on voit l'histoire de ce personnage. Et alors la deuxième partie est intéressante aussi parce que c'est ce même personnage qui est retourné à Rome. Là, il a épousé une matrone, etc. Mais il est toujours resté des chrétien et c'est un personnage assez haut placé. Il sera sénateur et il est confronté aux empereurs et notamment à Néron. Et ça se termine mal pour lui, évidemment, parce qu'il est chrétien, et donc il y a la persécution de Néron, et il n'y échappe pas. Et sa matrone qu'il a épousée, qui elle est très hautaine, qui est très éloignée du christianisme, se déclare chrétienne au moment parce que quand lui-même est condamné, elle se déclare chrétienne parce qu'elle ne veut pas retomber, être chassée, etc. Et donc elle devient chrétienne, elle, un peu par dépit de. C'est assez drôle. Mais j'avais trouvé ce roman tout à fait remarquable pour l'évocation de l'Antiquité, le christianisme. J'aime bien le christianisme, j'aime aussi l'Antiquité païenne, c'est un de mes défauts peut-être. Et donc, la confrontation des deux m'a beaucoup plu. Merci beaucoup, professeur. Alors, je vais vous laisser peut-être le mot de la fin, puisque cette émission s'achève. Bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir permis de parler de ces sujets que j'aime bien, de la nation, de la monarchie, et donc, j'ai été heureux d'en parler à des auditeurs qui sont tous attachés à notre monarchie très chrétienne, à nos traditions, et qui veulent essayer de les perpétuer à une époque qui nous attaque au plan politique et aussi au plan culturel. Et donc nous sommes obligés, je crois que il faut nous replonger constamment dans notre culture et dans notre tradition nationale. D'ailleurs, vous voyez, je reviens au nationalisme, dans notre tradition nationale, et essayer de les faire fructifier, de montrer aussi que la tradition est aimable. Parce que certains ont tendance à la montrer comme, notamment nos adversaires, comme quelque chose de rébarbatif, de contraignant, etc. Et je crois qu'au contraire qu'elle montre que la tradition nous donne une plénitude de vie et que la tradition mérite d'être aimée et que nous ne devons pas manier la vérité comme un fouet, mais plutôt comme un rameau d'olivier que nous tendons à nos contemporains. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie d'être passé à la taverne. Merci infiniment, en tout cas, de l'accueil de la taverne.
chers auditeurs, il me reste à vous dire à la prochaine fois, et Notre-Dame vous garde.